Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la suite, attention, je fais du bruit qu'au début avec ma chaise parce qu'après je ne bouge plus mon derrière. Pour la suite, donc je disais de la peau du loup-garou. L'histoire est plutôt, on va dire, correcte. Je n'ai pas de surprise parce que, comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, je connais l'histoire via la série Chair de poule. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés, que vous êtes prêts pour la suite. Où est-ce qu'on en était, nous, les gars? Oui, attendez. Alex, chez son oncle et sa tante, rappelez-vous, dans une forêt, enfin, dans la lisière d'une forêt, à chaque fois qu'en fait il parle des voisins, là. Je regrette un petit peu la prononciation de comment je l'ai dit, à chaque fois je suis obligé maintenant de prononcer le S, ça me fait bizarre. Ils pensent que c'est eux, les bestioles, les loups-garous, enfin, il y a un truc autour de la maison des Malwins, voilà, j'aurais dû dire Malwin, c'est parce que ça finit par un S, donc W-I-N-S. Donc je me suis dit encore une fois, pourquoi mettre une lettre si on la prononce pas? C'est énervant le français avec ces lettres muettes comme on dit. Donc maintenant que je dis Malwins, ça m'énerve moi-même. Mais bon, je n'ai pas le choix de continuer. Alors, oui, donc Alex qui est chez son oncle et sa tante, qui sont un peu sur les nerfs hein, quand le gamin il veut se déguiser en loup-garou pour le Halloween. Et du coup, il a fait la connaissance de la voisine, Anna, qui est plutôt mignonne, d'après l'oncle et la tante, et aussi Alex. Ils s'entendent plutôt bien. Ouais, franchement, il y a des personnages dans les livres ils en ont dans le pantalon, j'ai envie de dire, parce que le gars, il se rend compte qu'il a oublié son appareil photo dans la forêt. Il fait nuit noire et tout seul, il y va. Là, je me dis, si t'arrive quelque chose, c'est pas bien grave, enfin, je m'en fous. C'est toi qui cherches. Hein. Même Anna veut l'accompagner pour dire qu'il soit pas au moins tout seul, mais il y va. Donc moi, vas-y le lendemain, quoi, non? C'est qu'un appareil photo. Oui, voilà, je peux comprendre que lui, il croit pas au loup-garou. Qui croirait, je veux dire. Mais bon, rien que le fait de la forêt noire, et je parle pas de la pâtisserie, j'irai pas. Et donc on s'était laissé sur le fait que du coup, comme il a oublié son appareil photo dans la forêt, que lui, il va aller le chercher, il a plu un petit peu, il l'a retrouvé sur un tronc d'arbre, où il avait photographié un arbre très bizarre qui ressemblait à un vieux monsieur. Je vous avais laissé sur le fait que il a entendu un grognement menaçant derrière lui. Et donc on va savoir ce que c'est. Hein. Est-ce que c'est une farce d'un des deux gamins? Est-ce que c'est vraiment un loup? On ne sait pas. En plus qu'on ne sait pas où est l'oncle et la tante, parce que soi-disant ils sont dans la forêt pour aller photographier des chouettes. Donc on verra. Sur ce, comme d'habitude, installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Complètement paniqué, je sentis mes jambes se dérober sous moi. J'eus tout de même le réflexe d'éteindre ma torche. Le grognement était à présent tout proche. Je dus faire un effort immense pour bouger. J'étais paralysé par la peur. À côté de moi se dressait un épais buisson. Je serrais mon appareil contre moi et m'y faufilais. À genoux derrière le fourré, j'essayais de reprendre mon souffle. Mon cœur battait si fort que ma poitrine me faisait mal. Je ne voyais rien à travers le feuillage de l'arbuste, mais j'entendais parfaitement les grognements de l'animal. Je me fis encore plus petit. Pourvu qu'il ne me sente pas. Les pas lourds de la bête faisaient trembler le sol. Elle s'arrêta soudain, poussa un hurlement de rage et bondit. Un bêlement terrifié retentit, immédiatement interrompu par un bruit sourd, celui d'un animal se jetant sur sa proie. Recroquevillé derrière mon buisson, le corps tremblant, j'entendis le second animal essayer de s'échapper. La lutte dura quelques secondes et se termina par un craquement d'os. Je ne voyais rien, mais ce que j'entendais me glaçait d'horreur. Il y eut un dernier cri désespéré, puis plus rien. Rien que le bruit d'un animal dépeçant un corps. Un bruit de chair déchiquetée et une odeur de sang. Je fermai les yeux, imaginant ce qui se passait de l'autre côté du buisson. Les grognements de satisfaction du monstre étaient entrecoupés par le sifflement du vent. Je l'entendis s'éloigner de quelques mètres en traînant sa proie, puis le silence s'installa. Les bruits de pas reprirent soudain, plus rapides, et cette fois il se dirigeait vers moi. La créature m'avait repéré. Un cri de terreur s'échappa de ma bouche. Je bondis hors du buisson et me mis à courir. J'entendis la bête se lancer à mes trousses en haletant. Sans me retourner, je doublai mon allure, m'enfonçant plus profondément dans la forêt. Soudain, sur ma droite, je vis un petit étang entouré de roseaux. L'étang au loup? Je continuai ma course. Les branches basses des arbres s'accrochaient à mes habits, m'égratinaient le visage, les bras, les jambes. Je n'avais pas la moindre idée de la direction où j'allais. « La torche !» me dis-je soudain. « Où est la torche ?» Je l'avais oubliée derrière le buisson.
La tête enfoncée dans les épaules, je me frayais un chemin entre de jeunes sapins. Leurs branches souples me fouettaient le corps. Soudain, je trébuchai contre une pierre. Je chancelai, mais parvins à retrouver mon équilibre. Je poursuivis ma course effrénée, la poitrine en feu, tendant l'oreille pour essayer de localiser la bête. Était-elle toujours à mes trousses? Je m'arrêtai brusquement. Mes jambes tremblaient si fort que je manquais de m'effondrer. Je luttais pour reprendre mon souffle. Lentement, je tournai la tête. Rien. Les hurlements, les bruits de pas lourds avaient cessé. Lentement, très lentement, mon cœur retrouva un rythme normal. Ma bouche était sèche, je n'avais plus de salive. Tout va bien, finis-je par me dire. Je suis sauvé. À cet instant, la créature me frappa par derrière. Je poussai un cri et tombai à genoux, mais je fis aussitôt volte-face pour affronter mon agresseur. Il n'y avait personne. J'attendis quelques secondes, complètement abasourdi, puis me relevai péniblement. C'est à ce moment-là que je compris. C'était un nid, un vieux nid tout sec qui m'avait frappé. Sans doute le vent l'avait-il fait tomber d'une branche. C'est vraiment mon jour de chance, grommelai-je en me frottant la tête. Je vérifiai une fois de plus si mon appareil photo était intact, puis inspectai les environs. Je n'avais pas la moindre idée de l'endroit où j'étais. Autour de moi se dressaient des centaines de grands arbres sombres. Sur ma droite, je distinguais quelques rochers. J'étais perdu. Je voulus me repérer à partir de la position de la lune. Elle était cachée par d'épais nuages. Je scrutai l'obscurité à la recherche d'un sentier, de n'importe quel indice. Je ne reconnus rien. Si j'arrive à retrouver l'étang au loup, peut-être retrouverai-je du même coup l'endroit où j'avais oublié mon appareil photo, pensai-je. Mais le problème restait entier, je ne savais pas quelle direction prendre. Une goutte d'eau s'écrasa sur ma nuque. J'avais froid. Il ne manquait plus qu'il se remette à pleuvoir. Et si j'appelais à l'aide? Oncle Bernard et tante Marthe sont peut-être tout près. Oui, mais si je criais, le monstre risquait de m'entendre, le premier. Non, décidément, mieux valait que je me taise. Mais alors, que faire? Attendre le lever du soleil? À la lumière du jour, j'avais plus de chances de retrouver le sentier. Passer la nuit dehors ne m'enchantait pas, mais je n'avais pas le choix. J'avais à peine pris ma décision qu'une pluie glacée se mit à tomber. Si je reste ici, je suis bon pour une pneumonie, réalisai-je. Il faut que je rentre. Je me remis à marcher, essayant plus ou moins de suivre la direction d'où j'étais venu. Je finis par reconnaître le buisson derrière lequel je m'étais caché. Je retrouvai même ma torche électrique, que je serrais fermement dans ma main droite. Je baissai la tête pour me protéger de la pluie et repris ma route. Soudain, je trébuchai sur quelque chose. Quelque chose de mou. Je braquai ma torche pour voir ce que c'était. Je poussai un cri d'horreur. Je venais de découvrir un cadavre. Non, deux. Des cadavres d'animaux. Lesquels? Impossible à dire. Ils étaient à moitié dévorés. Mon estomac se noua. Quelle bête pouvait bien avoir fait cela? Quel animal était assez fort et cruel pour déchirer ainsi sa proie? Il pleuvait à torrents maintenant. Je protégeai mon appareil photo sous mon blouson et me mis à courir. Je voulais échapper à cette horrible vision. La pluie glacée fouettait mon visage, mais je ne m'arrêtais pas. La peur me poussait en avant. L'horrible monstre n'avait pas dû quitter les environs. Il devait toujours être là, la gueule ensanglantée, prêt à bondir sur une nouvelle proie. Moi, peut-être. Mes baskets étaient trempées. Je glissais sur un tapis de feuilles boueuses, mais je réussis à garder mon équilibre. Je ne sais pas combien de temps je courus. Je finis par tomber sur le vieux chêne tordu. J'étais sauvé. Quelques minutes plus tard, je pénétrai dans le jardin de mon oncle et de ma tante. J'avais hâte de rentrer pour me réchauffer et quitter mes vêtements trempés. Au milieu du jardin, je m'arrêtai net. À la lumière de ma torche, je venais de découvrir d'étranges marques dans l'herbe mouillée. Elles venaient de la maison des Malouins. Je n'en avais jamais vu de pareilles. Je me penchai pour mieux les observer. C'étaient des empreintes de pieds, mais bien trop larges et trop longues pour appartenir à un être humain. Des empreintes d'animal. Sans réfléchir, je les suivis et traversai la haie qui séparait le jardin des Malouins du nôtre. Les traces s'arrêtaient juste sous la fenêtre laissée ouverte. Quand j'entrai dans la cuisine le lendemain matin, tante Marthe était au téléphone.
Elle se retourna en m'entendant dire bonjour à oncle Bernard. À la façon dont elle me dévisagea, je compris qu'elle était en colère. « Bien sûr, je comprends, dit-elle dans le combiné. Ça n'arrivera plus, je vous le promets. » Je pris place à côté de mon oncle. Tout en buvant mon café au lait, je gardais un œil sur tante Marthe. « Puisque je vous dis que ça n'arrivera plus, insista-t-elle en fronçant les sourcils. Bien sûr que j'y veillerai personnellement. Non, il ne vous espionnait pas, monsieur Malwins. Quelle idée !» Ainsi, c'était à lui qu'elle parlait. Mon oncle hocha la tête d'un air de reproche. « Je t'avais pourtant dit de ne pas t'approcher de chez eux, Alex. Nous ne voulons pas avoir affaire à ces gens. »« Je suis désolé, balbutiai-je, mais... » Je m'apprêtais à lui parler des événements de la nuit passée, mais il me fit signe de me taire pour ne pas déranger tante Marthe. « Je vous jure que mon neveu n'a pas pris de photo de votre maison, poursuivit-elle en roulant les yeux. Il ne vous dérangera plus, c'est promis. Je vais lui en parler immédiatement. Oui, d'accord. Au revoir. Elle raccrocha et se tourna vers nous. Ces gens, soupira-t-elle. Il faut être prudent, enchaîna oncle Bernard en me regardant. Et surtout, ne pas les énerver. Mais, balbutiai-je, j'ai vu des choses. Et eux, c'est toi qu'ils ont vu, m'interrompit ma tante. Ils t'ont vu rôder autour de leur maison au milieu de la nuit. Ils sont très fâchés. Elle vint s'asseoir et se versa un bol de café. Elle avait le front trempé de sueur. « Qu'est-ce que tu faisais au juste dehors, hier soir ?» me demanda mon oncle. « Je suis vraiment désolé, expliquai-je. Mais je n'avais pas le choix, j'avais oublié mon appareil photo dans les bois. Il fallait que je le récupère vite. Il commençait à pleuvoir. »« Depuis quand faut-il passer par la maison des Malwins pour atteindre la forêt ?» demanda tante Marthe, avec ironie. « J'ai entendu des bruits, des hurlements d'animaux. Ça venait de chez eux, m'écriai-je, exaspéré. Et ensuite j'ai vu des empreintes de pas qui menaient juste sous leur fenêtre. Ce n'étaient pas des pas humains. Il faut me croire, je vous en prie. » Oncle Bernard hocha calmement la tête et but une longue gorgée de café. « C'étaient probablement les empreintes des pattes de leur chien, dit-il sans me regarder. « Leur chien ?» m'exclamai-je. « Oui, renchérit ma tante, les Malouines sont 2 bergers allemands. Des bêtes énormes, de vrais monstres. Et dangereux en plus. »« On dirait presque des loups, » enchaîna oncle Bernard en mordant dans une tartine de beurre. « Des bergers allemands. Cela expliquait les hurlements et les traces dans l'herbe. Je me sentis un peu soulagé. Quand j'étais dans la forêt, la nuit dernière, mon oncle et ma tante avaient les yeux braqués sur moi. J'ai vu quelque chose d'horrible, des animaux complètement déchiquetés. Cette forêt est dangereuse la nuit, je t'avais prévenu, me rappela oncle Bernard. D'ailleurs, tu n'as rien à y faire après le coucher du soleil, renchérit tante Marthe. Et promets-nous de ne plus rôder autour de la maison des Malwins, dit mon oncle. Avant que je puisse répondre, on sonna à la porte. C'était Anna. Elle ployait sous le poids de son cartable. « On y va ?» me lança-t-elle. Je hochai la tête et me levai de table. « Allons-y, mais ça me fait une drôle d'impression de fréquenter une nouvelle école au beau milieu d'un trimestre. »« Tout ira bien, tu verras, » me rassura Anna. « Notre prof principal, M. Stein, est très sympa. » En sortant, je jetai un coup d'œil sur la maison des Malwins. La fenêtre laissée ouverte la veille avait été soigneusement refermée. À l'intérieur, il n'y avait aucun signe de vie. « Au fait, tu as retrouvé ton appareil photo ?» me demanda Anna. « Oui, et ça a été une sacrée aventure, lui avouai-je. » Je lui racontai toutes les frayeurs que j'avais eues. « Je t'avais prévenu, Alex, dit-elle. Cette forêt, mieux vaut ne pas s'y aventurer la nuit. » Nous étions arrivés au bord de la route. Le soleil était encore bas dans le ciel. Des nappes de brouillard flottaient au-dessus des arbres. L'air était humide et froid. Le car de ramassage scolaire s'arrêta devant nous. Anna s'assit à côté de moi. « Tu n'es pas trop nerveux ?» demanda-t-elle. Toujours préoccupé par les Malwins, je lui parlais des hurlements que j'avais entendus chez eux la veille. Mon oncle m'a expliqué qu'ils avaient 2 bergers allemands, poursuivis-je. Il paraît que ce sont de vrais tueurs. « C'est faux, dit-elle. Les Malwins n'ont pas de chiens. Ils n'en ont jamais eu. »« Mais alors pourquoi mon oncle m'a-t-il... »« Pour ne pas t'effrayer, » murmura Anna. « Je ne comprends plus rien, bredouillai-je. Si les Malwins n'ont pas de chiens, qui a laissé les empreintes que j'ai vues hier dans le jardin ? »
Anna poussa un long soupir et me regarda droit dans les yeux. « Tu n'as pas encore compris? Tu n'as pas compris que ces empreintes, c'étaient les leurs ?» ?»« Les leurs ? Oui, Alex, il est temps que tu le saches. Les Malouins sont des loups-garous. » J'éclatai de rire. « Mais vous êtes tous obsédés par les loups-garous, ma parole. Voyons, Anna, ces bêtes-là, ça n'existe pas. »« Tu n'es pas obligé de me croire, murmura-t-elle. Tu veux me faire peur, c'est tout. Hier soir, j'ai vu un berger allemand des Malouins derrière une fenêtre. C'était lui qui hurlait, j'en suis sûr. » Anna se contenta de hausser les épaules et détourna la tête. « Tu ne me feras pas avaler une histoire aussi idiote, insistai-je. Trouve autre chose. » Mais Anna ne dit plus rien jusqu'au moment où nous arrivâmes à l'école. À ma grande surprise, M. Stein, notre professeur principal, annonça qu'il allait parler de loup-garou. Petit et bien en chair, il avait dans les 40 ans. Il était presque chauve et son visage rondelet était en partie caché par d'épaisses lunettes en cornes. Anna avait raison, il était très sympathique et très accueillant. Il me présenta à mes nouveaux camarades. Je ne tardais pas à me sentir comme chez moi. J'allais m'installer à une place près de la porte du fond. Anna, elle, était assise au premier rang. À la même hauteur que moi, mais du côté des fenêtres, je reconnus Sean et Arjun. Ils m'observaient sans rien dire, ni même me saluer. Après avoir fait l'appel, M. Stein s'assit sur un coin de son bureau. « Est-ce que quelqu'un connaît le sens du mot « lycanthropie » demanda-t-il. Je vis ses yeux briller derrière ses lunettes. Je n'avais jamais entendu ce mot. Pourtant, autour de moi, plusieurs mains se levèrent. M. Stein interrogea Arjun. « C'est quand des gens se transforment en loups, s'écria-t-il. « En loup-garou, renchérit Sean. M. Stein hocha la tête. « Exactement, dit-il. La lycanthropie est la croyance selon laquelle des individus peuvent se transformer en loup-garou. » Il se racla la gorge avant de poursuivre. Comme Halloween approche, je me suis dit qu'il serait intéressant de parler de ce phénomène. Cette année, en plus, ce sera la pleine lune à Halloween, intervint un garçon assez costaud à côté de moi. Très juste, approuva M. Stein. Il croisa les bras et se mit à nous expliquer que les premières histoires de loups-garous étaient apparues en Europe il y a plus de 2 siècles. On racontait que toute personne mordue par un loup-garou en devenait un à son tour, les nuits de pleine lune. C'est un processus contre lequel on ne peut rien, commenta le prof. La personne a beau essayer de résister, de vivre une vie normale, dès que la lune se montre, elle se transforme en loup-garou. Les filles aussi, voulut savoir Anna. Bien sûr, répondit M. Stein le plus sérieusement du monde. Une fois changée en loup-garou, la personne, homme ou femme, devient comme enragée. Elle pousse des hurlements terribles et se précipite dans la forêt la plus proche à la recherche de victimes. Des rires fusèrent de partout. Au lever du jour, le processus s'inverse, poursuivit le prof. La personne redevient normale, ou plutôt elle quitte sa peau de loup-garou. Elle est alors obligée de la cacher jusqu'à la nuit suivante. De bien la cacher, car si quelqu'un la trouve et la brûle, le loup-garou meurt. Les rires redoublèrent. Tout le monde se mit à parler en même temps. Il fallut un moment à M. Stein pour rétablir le calme. « Lequel d'entre vous croit à l'existence des loups-garous » demanda-t-il. Je pouffais de rire tellement la question me paraissait idiote. J'étais sûr que personne, sauf peut-être Anna, n'allait lever la main. Mais à ma grande surprise, toutes les mains se levèrent. Absolument toutes. « Vous croyez tous aux loups-garous » s'exclama M. Stein. « Bien sûr que oui, répondit Arjun à voix basse. « Bien sûr que oui, reprit Sean comme un écho. » En tournant la tête dans leur direction, je m'aperçus qu'ils me regardaient fixement. Je frissonnais. Qu'est-ce qu'il leur prenait? Après les cours, Arjun et Sean vinrent me retrouver. Dans le couloir, les portes des casiers claquaient, des cris et des rires fusaient de partout. Les 2 garçons me dévisagèrent un long moment, sans rien dire. « Qu'est-ce qu'il y a » demandai-je, mal à l'aise, en fermant mon sac. M. Stein venait de quitter la salle. Nous étions seuls, tous les 3. « Ça va » demanda Sean. « Ça doit faire bizarre de se retrouver parachuté dans une nouvelle école, non » renchérit Arjun. « Oui, assez, répondis-je, surtout quand on sait qu'on n'y reste que 2 ou 3 semaines. »« Tu as une sacrée chance, plaisanta Arjun.
Sean et moi, on est condamnés à vivre ici. Tu exagères, lui dis-je en mettant mon sac sur le dos. C'est joli, l'étang au loup. Arjun ne fit aucun commentaire. Il continuait à me dévisager en tripotant nerveusement une bague en argent qu'il portait au petit doigt. Sean, les 2 poings enfoncés dans son jean trop grand, se dandinait d'un pied sur l'autre. C'est lui qui finit par briser le silence. Alors comme ça, tu ne crois pas au loup-garou ? C'est-à-dire que... hésitai-je. Tu es le seul à ne pas avoir levé la main, ajouta Arjun. Eh bien non, je n'y crois pas. Mais alors pas du tout. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, les gars, mais on est presque au XXIe siècle. Je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de types qui ont envie de se balader dans les forêts vêtus de peau de loup. Même ici. J'avais voulu faire de l'humour, mais ni Sean ni Arjun ne rirent. Les loups-garous, ça existe, chuchota soudain Arjun, et on peut te le prouver. Bien sûr, ironisai-je, le lapin de Pâques aussi existe. Je l'ai rencontré la semaine dernière dans les rues de Cleveland. Il faisait de la trottinette. On peut te le prouver, insista Arjun. On peut te montrer un loup-garou. Un vrai, renchérit Sean. Merci, vous êtes sympa, répondis-je. Mais tu pourras le prendre en photo si tu veux, m'interrompit Arjun. Cela me fit brusquement réfléchir. Je repensais au concours auquel je m'étais inscrit. Il me fallait une photo d'Halloween. Une bonne photo, la meilleure. Arjun et Sean s'approchèrent lentement de moi. Instinctivement, je reculai jusqu'au mur du fond. « Alors tu veux le voir, ce loup-garou » demanda le premier. « Tu veux le prendre en photo » renchérit le second. Ils me regardèrent droit dans les yeux. Ils me lançaient un défi. C'était clair. « Dites-moi comment faire » murmurai-je. Tante Marthe éclata de rire. « Anna, mais tu es affreuse » s'exclama-t-elle. « Merci beaucoup » répondit Anna en faisant un petit salut. « Je suis très flattée. » Après le dîner, elle était venue à la maison confectionner son costume d'Halloween. Elle avait abandonné l'idée du pirate, mais son nouveau déguisement était difficile à décrire. Elle avait sélectionné tout un tas de vieux vêtements, les avait déchirés en morceaux avant de les recoudre n'importe comment. Le résultat n'était pas triste. Elle nageait dans un pantalon 3 fois trop grand pour elle, dont une jambe était marron et l'autre vert olive. Elle avait cousu des pièces orange aux genoux. Sa chemise était un patchwork de couleurs, bleu, rouge, jaune, violet. Quant à sa veste, c'était un véritable kaléidoscope. Pour couronner le tout, elle avait mis un chapeau complètement défoncé qui lui cachait la moitié du visage. « Et tu es censé être quoi » demandai-je en souriant. « Un clochard babacool » Cela ne la fit pas rire. « Mais non, imbécile » répliqua-t-elle. « Une poupée de chiffon, ça ne se voit pas ?» Bof, fis-je. Oncle Bernard et tante Marthe, quant à eux, avaient l'air de beaucoup s'amuser. Cela me soulageait. Pendant le dîner, je les avais trouvés fatigués et tendus. Nous n'avions pas échangé 3 mots. « Au fait, où est ton costume, Alex » me demanda ma tante. « Tu ne veux pas nous le montrer ?»« Je n'ai pas encore trouvé tous les accessoires, » bredouillai-je. « Dans ce cas, montons au grenier, voir ce qu'il reste comme vieux habits, » proposa-t-elle. « Non merci, j'ai besoin de réfléchir encore un peu. » À vrai dire, mon costume était le dernier de mes soucis. Je devais retrouver Arjun et Sean dans la forêt, près de l'étang au loup. C'est eux qui m'avaient fixé ce rendez-vous. Il fallait bien sûr que j'emporte mon appareil photo. Ils m'avaient expliqué que chaque nuit, le loup-garou venait là quand la lune était à son zénith. Il hurle pendant un bon quart d'heure, puis se met à 4 pattes pour boire, m'avait précisé Arjun. Attends un peu de le voir, avait renchéri Sean. Il est absolument monstrueux, mi-homme, mi-loup. Je les avais écoutés en les dévisageant attentivement, sans réussir à savoir s'ils se moquaient de moi ou non. Ils avaient eu l'air à la fois si sérieux et si excités que je les crus. Je me rappelais l'étrange créature que j'avais aperçue chez les Malouins, ainsi que les 2 cadavres mis en pièces dans la forêt. Mis en pièces par un loup-garou ? Un long frisson me parcourut. Je n'avais jamais cru au loup-garou. Mais j'avais rarement quitté la grande ville où j'étais né. Ici, dans ce petit hameau perdu, tout semblait possible. « Tu seras là à minuit » avait demandé Sean.
Je n'avais pas très envie de m'aventurer dans les bois après ce que j'y avais vu la veille, mais je voulais leur montrer que je n'étais pas un froussard. En plus, si leur histoire était vraie, j'allais pouvoir envoyer une photo de loup-garou au jury du concours. Avec ça, j'étais sûr de gagner. J'avais donc accepté, mais au fur et à mesure que l'heure approchait, j'étais de plus en plus nerveux. Pour la 50e fois au moins, je regardais par la fenêtre. J'avais un nœud dans l'estomac, mes mains étaient froides et moites. « Alex, à quoi penses-tu » me demanda soudain ma tante. « Hein » fis-je en sursautant. Tout le monde rit. « Tu fixais la fenêtre avec une expression complètement hallucinée » m'expliqua Anna. « Tu es sûr que ça va ?»« Oui, je regardais la lune. » Anna finit par rentrer chez elle. Je souhaitais bonne nuit à mon oncle et à ma tante et gagner ma chambre. Il était 10h15. Presque 2 heures à attendre. Je cherchais mon appareil photo avec une pellicule ultra sensible. J'ouvris un magazine en espérant faire passer le temps. J'étais incapable de me concentrer. Toutes les 30 secondes, je vérifiais l'heure. Enfin, à minuit moins le quart, je me levai, enfilai un pull sous mon blouson et pris mon appareil photo. Sur la pointe des pieds, je me dirigeai vers la porte de ma chambre. J'éteignis la lumière, tournai la poignée de ma porte. Que se passait-il ? Je tournai la poignée dans l'autre sens, en tirant. Elle ne céda pas. Je tirai plus fort. J'étais enfermé dans ma chambre. La porte doit être coincée, me dis-je. Je m'acharnai sur elle pendant 5 bonnes minutes. Elle résista. Je n'avais plus aucun doute. Elle avait été fermée à clé de l'extérieur. J'y donnai un coup de pied rageur. Pourquoi mon oncle et ma tante m'avaient-ils enfermé ? À cause de ce qui s'était passé la veille ? Parce qu'ils m'avaient senti nerveux ce soir ? S'ils s'imaginent que ça va m'arrêter, m'exclamai-je. Je me précipitai vers la fenêtre, l'ouvris d'un geste brusque. Je poussai un cri de surprise. À l'extérieur, on avait installé des barreaux de fer. Quand avait-il fait cela ? Dans l'après-midi ? J'étais prisonnier, enfermé dans ma chambre tel un animal dans sa cage. « Libérez-moi, vous n'avez pas le droit de me faire ça » m'écriai-je. J'agrippais les barreaux des 2 mains et essayais de les faire bouger. J'étais en plein effort quand j'entendis un grognement sourd. Mon cœur se mit à battre très fort. Un second grognement retentit, plus fort cette fois-ci, et plus proche, beaucoup plus proche. Puis un long hurlement. Provenait-il de chez les Malouins ? Je scrutai l'obscurité à travers les barreaux. En face, la fenêtre du rez-de-chaussée était à nouveau grande ouverte, mais la maison était plongée dans le noir le plus complet. J'observais les environs. La lune était cachée par un nuage et je pouvais à peine apercevoir les arbres au fond du jardin. Soudain, je vis une forme indéfinissable sauter par la fenêtre des Malouins, immédiatement suivie par une autre. La première créature rejeta la tête en arrière et poussa un hurlement sinistre. Puis, elle se dirigea vers les bois en compagnie de la seconde. Étaient-ce des chiens ? Des loups ? Des êtres humains ? C'était difficile à dire dans le noir. La lune réapparut, mais il était trop tard. Les 2 créatures s'étaient évanouies parmi les arbres. Je martelai des poings les barreaux de ma fenêtre. Arjun et Shun m'attendaient près de l'étang, et moi j'étais emprisonné dans ma chambre. Ils allaient me prendre pour un dégonflé. Et puis je raterais l'occasion de prendre la photo du siècle. Fou de rage, je refermai la fenêtre. Demain soir, me dis-je tout haut. Demain soir, j'irai dans les bois. Personne ne m'en empêchera. Demain soir, je saurai si les loups-garous existent vraiment. Comment avez-vous pu me faire une chose pareille ? M'écriai-je en faisant irruption dans la cuisine le lendemain matin. Je me plantai devant mon oncle et ma tante, les bras croisés. Tante Marthe reposa son bol de café et me regarda d'un air embarrassé. Puis elle se tourna vers oncle Bernard. « On aurait peut-être dû le prévenir, tu ne crois pas ?» murmura-t-elle. Mon oncle fronça les sourcils. « Tu as essayé de sortir hier soir, Alex ?» Je n'avais pas la moindre envie de lui révéler mes plans. « C'est-à-dire que... » hésitai-je. « Je n'aime pas me sentir comme dans une cage. J'ai 12 ans et je pense que... » « Nous sommes désolés, » me coupa ma tante en me préparant un bol de céréales. « C'était pour ton bien, » renchérit mon oncle en triturant nerveusement sa serviette. « Nous n'avions pas le choix. Nous ne pouvons pas te laisser sortir dans la forêt en pleine nuit. C'est trop risqué. »
Tu es sous notre responsabilité, me rappela tante Marthe. Tu te rends compte si tes parents apprenaient qu'il t'est arrivé malheur? Nous ne voulions pas te retenir prisonnier. Nous voulions juste être sûrs que... Mais enfin, balbutiai-je. À propos, intervint oncle Bernard, les Malouines ont téléphoné à la police. Quoi? M'exclamai-je. À cause de moi? Ils affirment que tu continues à les espionner. Je poussai un cri de colère. Mais c'est complètement grotesque. Je ne les ai pas espionnés. Je ne leur veux rien à ces gens-là. C'est bon, ne t'énerve pas, me dit ma tante. Les Malouines sont un peu spéciaux, c'est tout. Des loups-garous? Demandai-je soudain. Oncle Bernard faillit s'étrangler avec son café. Tante Marthe laissa échapper un petit rire nerveux qui sonnait complètement faux. Qui est-ce qui t'a raconté ça? Anna? Oui, avouai-je. Elle hocha la tête en soupirant. Anna a un drôle de sens de l'humour. Alex, c'est ridicule. Les Malouines ne sont rien d'autre qu'un vieux couple de grincheux, m'expliqua oncle Bernard. Un vieux couple de grincheux avec des chiens très antipathiques, ajouta-t-il. Anna prétend qu'ils n'ont pas de chiens, qu'ils n'en ont jamais eu, remarquai-je. Ton ami s'est payé ta tête, répliqua mon oncle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'elle cherche à te faire peur, c'est évident. Ne crois donc pas tout ce qu'elle raconte. La sonnette retentit. Anna venait me chercher pour aller à l'école. J'étais content de pouvoir sortir. Je n'avais pas encore digéré le fait d'avoir été enfermé. Je décidai de ne rien dire à Anna. Je ne voulais pas qu'elle raconte à toute l'école que mon oncle et ma tante me traitaient comme un bébé. Je ne lui parlais pas non plus des chiens. Je n'avais pas envie de me disputer avec elle sur l'existence ou non de loups-garous à côté de chez moi. Je voulais découvrir la vérité tout seul. Au collège, j'accrochai mon blouson dans mon casier et me dirigeai vers la classe de M. Stein. À l'angle du couloir, je tombais nez à nez avec Arjun et Sean qui me bloquèrent le passage. Ils m'avaient attendu une partie de la nuit. L'air pas content du tout, ils me plaquèrent contre le mur. « Salut Alex, dit Sean entre ses dents. « Alors, c'était comment ?» demanda Arjun en souriant d'un air moqueur. « C'est-à-dire que, balbutiai-je, mon oncle et ma tante... » Je ne savais pas quoi dire. Et pourquoi me regardaient-ils de cette façon? Sean eut un sourire étrange. « Tu t'es bien amusé dans la forêt cette nuit ?» me demanda-t-il. « Il était comment ce loup-garou? Raconte » renchérit Arjun. Je les repoussai d'un geste brusque. « Vous voulez dire que vous n'étiez pas à l'étang ?» m'écriai-je. Ils éclatèrent de rire en se tapant sur l'épaule. « Bien sûr que non, déclara Arjun. Qu'est-ce qu'on irait faire dans cette fichue forêt en pleine nuit? Une blague. Il m'avait fait une grosse blague. Il n'avait jamais eu l'intention de me montrer un loup-garou. Eh bien, raconte, insista Arjun. Tu t'es senti comment en comprenant qu'on t'avait posé un lapin? Ça m'a un peu surpris, mais sans plus, mentis-je. Je me suis dit que vous deviez avoir la frousse. De toute façon, j'étais bien trop occupé à photographier le loup-garou. Hein? S'exclamèrent-ils d'une seule voix. C'était à leur tour d'être étonnés. J'étais assez content de mon effet. Ça leur apprendra, me dis-je. Qu'est-ce que tu as vu au juste? Demanda Arjun, soupçonneux. Eh bien, le loup-garou, répondis-je le plus naturellement du monde. Il est arrivé au bord de l'étang et a hurlé à la lune pendant un bon quart d'heure. Ensuite, comme prévu, il a bu. Tu racontes des bobards, dit Sean avec dédain. Ouais, Arjun, tout ça c'était dans tes rêves. Je peux le prouver, insistai-je. J'ai utilisé une pellicule entière. Alors montre-les tes photos, dit Sean. Attends que je les développe, répliquai-je. Ils avaient l'air de se demander s'il fallait me croire ou non. Je dus me maîtriser pour ne pas éclater de rire. La cloche sonna. « On va être en retard !» s'exclama Arjun. Nous courûmes tous les trois dans le couloir et pénétrâmes dans la salle de classe, 2 secondes avant M. Stein. Je ne suivis pas du tout le cours. J'étais préoccupé. Préoccupé par Sean et Arjun. Qu'allais-je faire le lendemain, quand ils me demanderaient les photos du loup-garou? Soudain, j'eus une idée lumineuse. Cette nuit, je vais photographier la maison des Malouines, chuchotai-je dans le combiné. Qu'est-ce que tu dis? Répondit Anna à l'autre bout du fil. Alex, pourquoi parles-tu si bas?
Je chuchotais parce que mon oncle et ma tante n'avaient qu'un vieux téléphone dans le salon. Ils étaient juste à côté, dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Je les voyais depuis le fauteuil où j'étais assis. Anna, j'ai décidé de me cacher derrière un angle de leur maison et de prendre en photo les 2 créatures qui sautent par leur fenêtre. Je veux savoir. Parle plus fort, je ne t'entends pas, dit Anna. J'allais répéter mon plan lorsque ma tante entra dans le salon. Le dîner est prêt, Alex. À qui parles-tu? À Anna, répondis-je. Bon, Anna, il faut que je te laisse. À demain. Je raccrochai sans savoir si elle accepterait de me tenir compagnie. Je bâillai longuement pour faire croire que j'étais fatigué et gagnai ma chambre peu après 10 heures. Quelques minutes plus tard, j'entendis mon oncle et ma tante fermer soigneusement ma porte à clé. Mais j'avais tout prévu. Avant le dîner, j'avais glissé un morceau de carton dans la serrure. La porte n'était pas complètement fermée et le verrou tourna dans le vide. Je m'assis sur mon lit et attendis. À minuit moins le quart, comme la veille, j'enfilai un pull, mon blouson et mis mon appareil photo en bandoulière. Quelques secondes plus tard, je traversai le jardin sous la lumière blafarde de la lune. J'allais enfin percer le secret des Malouins. La maison d'Anna était plongée dans le noir. Je décidai d'aller frapper à la fenêtre de sa chambre. Il suffisait de grimper en s'accrochant aux branches d'un lierre touffu pour y arriver. La lumière de la lune facilita beaucoup mon escalade. La fenêtre était entr'ouverte. « Anna !» appelai-je aussi bas que possible. « Tu es réveillée ?» Je l'entendis se lever péniblement et tirer le rideau. « Qui est là ?» demanda Anna d'une voix ensommeillée. « C'est moi, Alex, chuchotai-je. « Alex ? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici, à une heure pareille ? J'ai décidé d'aller prendre des photos des Malouins. J'aimerais que tu viennes avec moi. »« Des photos ?» s'étonna Anna. « Mais il est tard, et je dors. » « Toutes les nuits, j'entends des hurlements qui proviennent de chez eux, expliquai-je. Ensuite, quelque chose où quelqu'un saute par une des fenêtres et se précipite dans la forêt. Mon oncle prétend que ce sont leurs chiens, mais... »« Je te l'ai déjà dit, Alex, » m'interrompit Anna. « Les Malouins n'ont pas de chiens. Ce sont des loups-garous. Crois-moi si tu veux, mais c'est la vérité. Ton oncle et ta tante le savent parfaitement. »« Je te crois et c'est pour ça que je veux faire des photos. Tu te rends compte ? Je serai la première personne au monde à photographier un loup-garou. Habille-toi, Anna, s'il te plaît. Viens avec moi. »« Tu débloques complètement, » s'écria-t-elle. « Retourne chez toi. Il est hors de question que je sorte. C'est trop dangereux. Tu te souviens des 2 cadavres que tu as vus la première nuit dans la forêt ? Tu veux qu'il nous arrive la même chose ? Les Malouins sont des tueurs, Alex. » En entendant ces mots, j'eus un moment d'hésitation, mais je mourais d'envie de résoudre ce mystère. Et surtout, de prendre ces photos. « Ils ne nous verront pas, insistai-je. On restera cachés dans les buissons près de leur maison. »« Non, je n'irai pas, j'ai trop peur. Pour la dernière fois, Alex, retourne te coucher. »« Anna, s'il te plaît, la suppliai-je. Ne me dis pas que tu n'as pas envie de voir des loups-garous. » Mais elle avait déjà refermé sa fenêtre. Je me laissai glisser au sol et soupirai. Après tout, elle avait peut-être raison. C'était peut-être vraiment trop dangereux. Je n'osais pas imaginer ce qui m'attendait si les Malouins me surprenaient. Et soudain, je l'entendis, un grognement, plus menaçant et sinistre encore que les précédents. Je ne me retournai pas, je savais d'où il provenait. Le loup-garou devait être juste derrière moi.